Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Hello Jean. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Science en question consacré au suivi de la radioactivité dans l'environnement. Vous verrez qu'elle est présente partout autour de nous, mais d'où vient-elle? Comment la surveille-t-on? Et y a-t-il un risque pour les humains? Vous découvrirez aussi que les scientifiques sont capables de peser les atomes pour mesurer cette radioactivité avec une très grande précision. Je vous en dis pas plus, c'est parti. Très souvent, quand on parle de radioactivité, on pense à ça ou encore ça. Et pourtant, la radioactivité, c'est aussi ça ou ça. En fait, la radioactivité a plusieurs origines et elle est présente partout autour de nous dans l'environnement. En France, elle est surveillée de très près, notamment grâce à des réseaux de mesure qui couvrent tout le territoire. Mais attention, spoiler alerte, je préfère vous rassurer tout de suite, personne ne court un grand danger. Et pour comprendre pourquoi, nous allons approfondir le sujet avec notre invité Maxime Morin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes chef du service d'analyse et de métrologie de l'environnement à l'IRSN. Et première question, je voudrais savoir si en France, est-ce qu'il n'y a que l'IRSN qui s'occupe de la surveillance de la radioactivité dans l'environnement ? Alors en France, il n'y a pas que l'IRSN, mais l'IRSN a cette mission-là dans son décret et donc confiée par les pouvoirs publics d'assurer une surveillance de tout le territoire national. Après, on a aussi les exploitants nucléaires qui réalisent une surveillance autour de leurs installations. Et puis, on peut avoir aussi des collectivités locales ou des associatifs qui décident de faire des mesures dans l'environnement. Est-ce qu'il y a un organisme qui regroupe un peu toutes les mesures qui sont faites un peu à droite à gauche? Alors, ces mesures, tous ces résultats de mesures, ils sont transmis dans ce qu'on appelle le réseau national de mesures de la radioactivité dans l'environnement, qui est géré par l'IRSN et qui est présidé par l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire française, et qui permet au grand public d'accéder à l'ensemble des mesures qui sont réalisées par tous ces acteurs. Très bien. Cette surveillance, elle est réalisée en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le territoire français? Tout à fait. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a même un dispositif d'astreinte à l'IRSN pour un réseau dont on parlera peut-être, qui s'appelle Téléray. Ouais. Et donc on a une vision de la radioactivité en France en temps réel pour pouvoir réagir le cas échéant si un événement se produisait. Alors, j'ai commencé à le dire en introduction, les niveaux qui sont mesurés sont très faibles. Du coup, on peut se poser la question de l'intérêt de mesurer la radioactivité dans l'environnement. Alors, l'intérêt de la radioactivité, de mesurer la radioactivité dans l'environnement, ce n'est pas uniquement lié à l'impact sanitaire de cette radioactivité. C'est important aussi de comprendre la dynamique de la radioactivité dans l'environnement, savoir comment elle évolue au cours du temps, puisque la radioactivité, c'est un phénomène où on a une disparition des atomes progressivement. Et puis, ça permet aussi d'être en capacité de détecter si un événement survenait. C'est-à-dire que si demain on a un accident nucléaire, par exemple, de pouvoir savoir ce qui se passe à proximité de l'installation ou même à plus grande distance de l'installation. On l'a vu au moment de Tchernobyl, par exemple. Donc ça donne une référence, en quelque sorte. Exactement. C'est important de connaître l'état radiologique de l'environnement pour pouvoir étudier notamment l'impact des installations nucléaires, pour pouvoir réagir face à un événement et pour pouvoir, en termes de connaissances scientifiques, comprendre comment évolue cette radioactivité, comment elle passe, par exemple, de l'eau dans les organismes qui vivent dans l'eau, les poissons, les plantes, etc. Et donc de comprendre aussi cette dynamique de la radioactivité dans l'environnement. Très bien. Bon, alors vous le savez, dans cette émission, on est un peu joueur. On est donc allé questionner le public sur un mot mystère. On en a choisi un ni trop compliqué, ni trop facile. C'est radionucléide. Écoutez les réponses des gens. La radionucléide, ça ne fait pas partie de tout ce qui est radiologie, scan et tout ça. C'est plus nucléaire. Déjà, moi, je comprends le mot radio. Dans nucléide, parce qu'il y a nucléaire, donc ça doit être lié à l'énergie nucléaire. Radio avec des ondes. Alors, il y a radionucléaire. Oui. Il y a radionucléaire et nucléide, c'est une conséquence ou une cause. Radio qui marche avec des choses nucléaires comme ça, non? Avec un peu de l'énergie nucléaire, c'est ça? Je sais pas, moi je pense aux cellules. L'acide ribonucléique. Eh ben c'est quelque chose qui a rapport avec le nucléaire. À partir c'est le noyau qui éclate. Hein, c'est ça? Radionucléide. Vous avez fait comme Socrate, là, vous avez fait trouver ce qu'on savait déjà, c'est ça?
Bon, alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont très inspirés. Mais avant d'expliquer ce qu'est un radionucléide, il faut déjà comprendre ce qu'est un atome et rappeler de quoi il se compose. Alors un atome, il est composé d'un noyau avec des électrons qui sont sur des orbitales autour de ce noyau. On le voit là sur l'image. Exactement. Et donc dans ce noyau, on trouve deux types de particules. On trouve des protons, qui sont des particules chargées positivement, et on trouve des neutrons. Ce qui va se passer avec la radioactivité, c'est que certains noyaux d'atomes sont instables, et donc ils vont se désintégrer. Et à partir de là, sur différents modes de désintégration, on va obtenir un nouvel atome. Donc c'est ça l'origine de la radioactivité. Et quand vous dites qu'il se désintègre, ça veut dire quoi? Qu'il expulse une partie de ce qu'il compose? Alors c'est là qu'il y a plusieurs possibilités. Soit il va expulser une partie de ce qu'il compose, donc c'est ce qu'on appelle en jargon des rayonnements alpha. Donc là c'est un noyau de ce qu'on appelle de l'hélium qui va être émis par l'atome. Mais il y a d'autres modes de désintégration. L'atome, on peut transformer un proton en un neutron ou un neutron en un proton, et à ce moment-là on va avoir émission d'un électron ou d'un anti-électron. Et puis, troisième solution, il peut expulser uniquement de l'énergie sous forme de photons. Et donc, c'est ce qu'on appelle le rayonnement, cette fois, gamma. Donc, alpha, bêta et gamma. Donc, il y a différents modes de désintégration. Et dans tous les cas, on va avoir émission d'énergie et de particules. Mais l'idée, en tout cas, à chaque fois, c'est de partir d'un atome qui est instable à un atome et d'aller vers un atome qui est stable. Tout à fait, d'évoluer vers une stabilité, et donc il peut se transformer plusieurs fois à la suite. Donc on peut avoir un atome qui se transforme en un autre atome, puis un autre atome, puis un autre atome, puis un autre atome, jusqu'à arriver à un atome stable qui, lui, ne va pas se désintégrer. Et ça, donc ça se produit spontanément. La différence entre les radionucléides, c'est leur durée de vie, c'est ça? Alors, chaque radionucléide va avoir une durée de vie, c'est-à-dire que cette désintégration, elle va se produire avec ce qu'on appelle une période radioactive. La période, c'est le temps au bout duquel la moitié des atomes va s'être désintégrée. Et donc cette période, elle peut être très très courte, de l'ordre de quelques secondes, voire même moins d'une seconde, et elle peut être très très longue sur plusieurs milliards d'années, dans certains cas. Et donc effectivement, quand on a une population d'atomes au départ, elle ne va pas évoluer, si on a plusieurs atomes, ils ne vont pas tous évoluer à la même vitesse. Et est-ce qu'on peut citer quelques exemples alors assez connus de radionucléides? De radionucléides, alors un des exemples les plus connus, c'est l'uranium. Mais on a aussi certains iodes qui sont radioactifs. On peut avoir, par exemple, on entend souvent parler un peu de tritium. On a ce qu'on trouve le plus souvent, y compris dans notre corps, qui est le potassium 40, qui est un isotope radioactif du potassium. Il faut savoir que pour la plupart des atomes, on a un stable et on a des versions qui sont, eux, instables et qui sont radioactives. Donc par exemple, on va avoir des iodes stables et des iodes radioactifs. On va avoir du potassium qui est stable et du potassium radioactif, et dans la nature, on rencontre les deux, c'est-à-dire l'élément stable, enfin l'atome stable et l'atome instable. Voilà. En revanche, à partir de l'uranium, là, tous les isotopes sont instables. Donc toutes ces versions qui ont plus ou moins de neutrons, tous sont instables et donc tous sont radioactifs. Donc l'uranium, on ne connaît pas d'atome d'uranium stable. Mais alors, d'où vient la radioactivité dans l'environnement? Comment se déroule la surveillance? Dans la prochaine séquence, vous allez découvrir le travail de notre invité, c'est le Science en Action. Lorraine, par quoi on commence? Alors, tu l'as dit en introduction, Jean, de la radioactivité, on en trouve un peu partout. Et tous ces radionucléides ont des origines très différentes. Il y a d'un côté la radioactivité dite naturelle, et de l'autre, la radioactivité artificielle, celle qui est créée par les humains. Alors, à quel type de radioactivité on est le plus exposé dans la vie de tous les jours? Pour un citoyen lambda dans sa vie de tous les jours, c'est essentiellement la radioactivité naturelle à laquelle il est exposé. Là, on a un graphique donc ça c'est l'exposition moyenne moyenne pour un Français. Et on voit donc tout ce qui est violet, c'est la radioactivité naturelle. Tout à fait. Donc on voit notamment le radon. Et la particularité de ce radon, c'est que c'est ce qu'on appelle un gaz rare, c'est-à-dire qu'il n'interagit pas avec les autres atomes. Donc, dès qu'il va y avoir une fracture dans la roche, il va se faufiler dans cette fracture et il va remonter à la surface. Et donc, on va avoir la radioactivité qui, via ce radon, va passer de la croûte terrestre dans l'air autour de nous. Et donc là, ça va générer une exposition des humains qui vivent au niveau du sol, comme nous tous. Et donc, on va inhaler. Il y a des différences, on n'est pas tous logés à la même enseigne pour le radon en France. Tout à fait. Alors, ce radon, les roches granitiques sont, par exemple, plus chargées dans ces radionucléides, uranium. On a une carte, je crois, de la France où on voit les différents sites. En rouge, c'est là où il y a le plus de radon. C'est ce qu'on appelle le potentiel radon. Donc en fait, on va avoir des zones en fonction de la géologie
On va avoir des zones qui vont être plus exposées au radon que d'autres. Donc par exemple, tous les contreforts du Massif central, le plus connu c'est le Limousin, mais aussi la partie sud de la Bretagne, où on va avoir plus d'exposition au radon, puisque la géologie favorise cette exposition au radon. Oui, c'est le type de roche qui est présent sur place qui fait qu'on a plus de radon. Exactement, c'est la composition du sol en fait. Et à partir de là, on va avoir des différences entre Français. Selon où on habite, on va être plus ou moins exposé au risque radon. Bon, mais rassurons quand même les gens qui habitent dans le Massif central et en Bretagne, ils ne courent pas de danger. Là. Non, on n'est pas sur des niveaux... Alors, il y a même des zones dans le monde qui sont avec des potentiels radon encore plus élevés, beaucoup plus élevés. Donc là, l'idée, c'est plutôt de distinguer ces différentes zones, mais par contre, ça peut engendrer des différences d'un facteur 3, 4 entre deux Français qui habitent sur des zones à très faible potentiel radon ou à très fort potentiel radon. Sur le premier graphique qu'on a vu, le fameux camembert qui répartissait donc la radioactivité naturelle et artificielle, on a vu c'est 4,5 millisieverts par an, la dose à laquelle en moyenne un Français est exposé. C'est, pour avoir un ordre d'idée, c'est vraiment pas grand-chose. Alors non, c'est une dose assez faible par rapport au risque sanitaire notamment. C'est une dose qui est très faible. Ça représente, alors ça peut varier en fonction des différentes composantes, c'est-à-dire qu'un fumeur va être plus exposé qu'un non-fumeur, quelqu'un qui vit dans une zone à fort potentiel radon va être plus exposé, quelqu'un qui vit en altitude va être plus exposé, donc il y a des différences. Évidemment, il n'y a pas de Français moyen qui prend exactement cette quantité-là. C'est des niveaux assez faibles, c'est des niveaux qui, en plus, sont... Si on prend, par exemple, à des niveaux qu'on rencontre dans le milieu hospitalier, quand on fait un scanner, par exemple, c'est un niveau qui est bien inférieur d'un facteur 2 à 3 à ce qu'on reçoit quand on passe un scanner, par exemple. D'accord. Si on devait faire une comparaison. Donc, c'est des niveaux qui sont très faibles et qui n'occasionnent pas de risque vis-à-vis du public. Alors, on a dit qu'on avait de la radioactivité naturelle sous les pieds, mais il y en a aussi au-dessus de notre tête. Ça vient de rayons cosmiques. Est-ce que vous nous expliquez un peu cette histoire ? Alors, en fait, on ne le perçoit pas tous les jours. En fait, la Terre, elle est baignée par des rayonnements. On a des rayonnements qui sont émis par les étoiles, par d'autres corps qu'on rencontre dans l'univers, les quasars, etc. Et donc, on va être bombardé en permanence par des rayonnements, par des particules qui vont arriver au niveau de l'atmosphère. Ces particules, elles vont elles-mêmes induire ce qu'on appelle une exposition, une dose. C'est ce qu'on voit ici. Alors, ça se matérialise par exemple par les aurores boréales, c'est l'interaction avec l'atmosphère. Mais également, elles vont interagir avec les atomes qui sont présents dans l'atmosphère pour générer des atomes qui eux-mêmes sont radioactifs. Elles les rendent radioactifs. Exactement. Donc, par exemple, elle va agir sur l'oxygène qui est présent dans l'atmosphère, sur l'hydrogène qui est présent dans l'atmosphère, etc. Et donc, on va former du radium, ce qu'on appelle du sodium 22, du beryllium 7. On va former tout un panel de radionucléides naturellement sous l'effet de ces rayonnements cosmiques. Et ces radionucléides eux-mêmes vont induire également une exposition qui est extrêmement faible. Oui, encore une fois, voilà. Pas de risque. On a déjà commencé à évoquer quelques types de radioactivité artificielle. Alors j'étais assez étonnée en préparant cette émission que dans notre jardin, dans la vie de tous les jours, on a aussi des restes du passé de radioactivité créée par l'homme. C'est les anciens essais nucléaires, c'est ça qui a été fait dans l'atmosphère ? Alors effectivement, dans les années à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des essais nucléaires réalisés dans l'hémisphère nord essentiellement par l'Union soviétique et par les États-Unis d'Amérique. Les Français et les Britanniques, ainsi que les Chinois, en ont réalisé également, notamment dans l'hémisphère sud, dans le cas de la France et des Britanniques. Ce qui va se passer, c'est que ces essais nucléaires, les armes nucléaires avec l'explosion, vont emmener en très haute altitude ces radionucléides. Donc au niveau stratosphérique, on a des courants aériens qui sont extrêmement puissants et qui donc vont transférer ces radionucléides sur l'ensemble de l'hémisphère dans lequel est réalisé l'essai. Au début des années 60, on a eu des pics dans le nombre d'essais nucléaires américains et soviétiques. Les spectateurs peuvent rechercher sur Internet. Il y a même des jours où il y a eu plusieurs essais nucléaires dans la même journée, par exemple en Union soviétique. Ah oui, il y a une époque où... Donc il y a une époque où on faisait beaucoup d'essais nucléaires côté américain et côté soviétique. Et donc on a envoyé un gros volume, une grosse quantité de radionucléides en atmosphère. Et donc ces radionucléides, ils vont également évoluer, on va garder une trace de ces radionucléides. Et donc on peut encore aujourd'hui trouver la trace de ce qu'on appelle la rémanence de ces essais, c'est-à-dire ces radionucléides qui ont été émis en haute atmosphère. On arrive encore aujourd'hui à mesurer ces radionucléides, même si la radioactivité décroît au cours du temps, parce que la quantité de radionucléides envoyés en atmosphère a été très importante à cette époque-là. Ça fait référence à la durée de vie dont on parlait Exactement, à la période. C'est-à-dire que chaque radionucléide, lorsqu'on fait une explosion nucléaire, il y a plusieurs radionucléides évidemment qui sont envoyés. Et donc certains vont avoir une durée de vie plus ou moins courte. Donc, dans le cas du tritium dont on parlait tout à l'heure, c'est une douzaine d'années. En revanche, dans le cas des plutoniums, c'est plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc,
on va avoir un comportement différencié de ces radionucléides, et donc on peut encore mesurer aujourd'hui une partie de ces radionucléides, tandis que certains, eux, ont quasiment disparu entièrement. Alors aujourd'hui, on produit encore de la radioactivité artificielle. Dans le micro-trottoir, on l'a vu, beaucoup de gens pensent tout de suite à centrales nucléaires, mais c'est très peu finalement l'apport dans l'atmosphère de la centrale nucléaire par rapport à d'autres expositions qu'on pourrait avoir dans la vie. Dans la vie de tous les jours. Alors effectivement, c'est un peu le camembert qu'on voyait tout à l'heure. En fait, la part de l'exposition liée aux installations nucléaires est extrêmement faible par rapport à l'exposition, que ce soit la radioactivité naturelle ou dans le cas des personnes qui ont à subir des examens médicaux ou des traitements médicaux à base de radioactivité, radiothérapie par exemple, où là on va être, dans le cas des installations nucléaires, sur une part extrêmement faible de l'exposition. Sachant qu'en plus ces installations nucléaires, donc elles ont des rejets comme toute installation industrielle, ces rejets n'ont pas le même impact à très courte distance de l'installation nucléaire et à grande distance de l'installation nucléaire. Voilà. Donc ce n'est pas des impacts qu'on peut mesurer à des centaines de kilomètres comme dans le cas d'un accident nucléaire par exemple. Oui, puis il n'y a pas que la production d'électricité en nucléaire, il y a aussi d'autres installations de production d'éléments pour la santé qui peuvent émettre de la radioactivité, des labos de recherche. Tout à fait. En général, la centrale nucléaire, c'est un peu le symbole du nucléaire. En réalité, une centrale nucléaire, c'est une toute petite partie du cycle nucléaire. Il faut savoir que pour alimenter cette centrale nucléaire, il y a ce qu'on appelle un amont du cycle nucléaire, où il faut fabriquer le combustible. Donc il y a plusieurs usines déjà qui fabriquent du combustible à base d'uranium notamment. Ensuite, en France, on a fait le choix de retraiter l'uranium. Donc on va récupérer l'uranium et on va faire des traitements chimiques sur le combustible. On a toute la partie médicale. On va fabriquer effectivement des sources médicales. Ouais. On va fabriquer des radionucléides en scintigraphie, par exemple, qu'on injecte aux patients. Donc il y a énormément d'activités nucléaires et ça ne se résume pas effectivement à la centrale nucléaire en elle-même pour l'alimentation en électricité. C'est bien de le rappeler parce qu'on n'y pense pas forcément toujours. Alors, votre travail, à vous, Maxime, c'est d'analyser des prélèvements qui sont faits dans l'environnement, mais vous ne réalisez pas vous-même les prélèvements. Il y a des campagnes qui sont réalisées par l'IRSN, c'est ça, tous les ans, pour aller chercher un peu des échantillons un peu partout en France. Alors, ça peut être des fruits, des légumes, du lait, c'est ça ? Exactement. On a deux types de scénarios pour récupérer ces prélèvements. La première solution, c'est en tant qu'IRSN, aller faire ces campagnes de prélèvement. Donc tout au long de l'année, il y a des campagnes, soit dans le cadre de cette surveillance du territoire, soit dans le cadre d'études ou de projets de recherche et développement. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle un réseau de préleveurs, c'est-à-dire qu'on travaille avec des organismes publics, on travaille avec des associations, on travaille avec des collectivités locales qui vont réaliser des prélèvements et nous les transmettre pour qu'on puisse les analyser. Donc ça représente en tout, si on parle de la partie surveillance, environ 6300 prélèvements par an. Si on rajoute toute la partie recherche et développement, études, etc., c'est encore plus de prélèvements. Donc c'est plus de 8000 prélèvements par an. Et donc on va réaliser des analyses sur l'ensemble de ces prélèvements pour pouvoir mener ces différentes investigations. Comme tu disais, Lorraine, ça peut être prélevé donc dans du lait, dans de la terre, dans des tomates, mais c'est aussi prélevé dans l'air. Comment est-ce qu'on fait pour faire des prélèvements dans l'air ? On a son petit bocal et puis on attrape l'air et on le referme ? Alors, on essaye de trouver des astuces parce que l'air, c'est un milieu assez compliqué. En fait, analyser un gaz, c'est toujours assez compliqué, surtout en radioactivité, comme les niveaux sont très bas. Les niveaux dans l'air sont extrêmement faibles. Donc, on va avoir plusieurs situations. Le plus courant, on va dire, et ce qu'on fait en permanence sur le territoire, c'est d'aspirer de l'air sur des filtres, comme de la même façon qu'on mesure la pollution dans l'air, par exemple, les particules fines. On va aspirer la radioactivité sur des filtres pour collecter les particules qui sont en suspension dans l'air. Et donc là, on va analyser le filtre. C'est-à-dire qu'on passe de particules en suspension dans l'air à un solide. Et ça, on sait beaucoup mieux analyser un solide. Après, on peut avoir d'autres médias, notamment pour les gaz. On va avoir d'autres dispositifs de prélèvement qui vont permettre d'analyser certains gaz, le tritium, les iodes, etc. Mais on va toujours se ramener à une situation où on a un liquide ou un solide. Vous aviez évoqué en début d'émission avec Jean un réseau de surveillance, c'est le réseau Téléré. Alors là, c'est un réseau qui est totalement automatique et vous avez des mesures toutes les 10 minutes, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est des sondes qui sont déployées sur l'ensemble du territoire. Il y a 450 sondes environ qui sont sur le territoire, en France métropolitaine, mais également outre-mer. Et donc, ces sondes, elles vont toutes les 10 minutes effectuer une mesure de ce qu'on appelle le débit équivalent de dose gamma ambiant. C'est un peu barbare comme nom. En gros, elles vont mesurer le rayonnement gamma qu'elles reçoivent et elles vont télétransmettre l'information à notre centre de supervision qui est situé au Vésinet, en Ile-de-France. Et donc, on va avoir une photographie instantanée, toutes les 10 minutes, des niveaux de radioactivité sur l'ensemble de la France, métropolitaine et outre-mer. Donc, ça veut dire que même s'il y a un problème, que ce soit en France ou même sur des pays proches de nous, je ne sais pas, une crise nucléaire, on peut le détecter très vite, le nuage de radioactivité.
On verra un décollage des niveaux de radioactivité sur ces balises. Ça permet non seulement de détecter, et ça permet aussi de suivre et de recaler, par exemple, les modélisations des masses d'air, etc., pour essayer de prévoir aussi ce qui va se passer. Évidemment, c'est plus concentré, j'imagine, près des endroits là où on manipule de la radioactivité. C'est plus concentré sur les installations nucléaires. Et on a accès également aux données des exploitants nucléaires eux-mêmes, qui ont eux-mêmes leurs balises de surveillance. Et donc, ça nous permet d'avoir une photographie encore enrichie avec les balises IRSN et les balises des exploitants nucléaires. Et après, vous menez l'enquête. S'il y a un problème, vous menez l'enquête pour savoir d'où ça vient. Voilà. Et en fait, ces mesures, elles sont aussi complétées par un autre réseau qui s'appelle Opéra, je crois. Donc, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu. Alors, tout à fait. Le réseau Télérès, c'est vraiment un réseau d'alerte. Une mesure toutes les 10 minutes de la radioactivité ambiante. Le réseau Opéra, ça va être des prélèvements sur des filtres, des particules qui sont en suspension dans l'air. Donc là, on va aller plus loin. On ne va pas juste avoir l'information du niveau de radioactivité. On va pouvoir détecter quel est le type de radionucléide présent et pouvoir caractériser à des niveaux de traces vraiment la radioactivité. Donc, on descend à des niveaux de quelques micros, voire quelques dizaines de nanobecquerels par mètre cube, donc nano 10-9. Ok, c'est très peu. Donc c'est extrêmement peu d'atomes dans un très grand volume d'air, et donc ça va permettre de détecter des niveaux de traces, y compris pour des événements qui se produisent à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, où on est capable de détecter des variations assez faibles de radioactivité. Voilà. C'est impressionnant. Bon, faisons une petite pause dans cette émission, on retourne voir le public. On s'est amusé à leur demander s'il y a plus de radioactivité dans l'environnement aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Écoutez ce qu'ils nous ont répondu. Je pense pas, parce que là, elle est maîtrisée par rapport à 50 ans. Peut-être l'humain à la découverte, c'est pas encore maîtrisé. Mais là, je pense là maintenant, nous, les êtres humains, on est en train de réfléchir et tirer des sonnettes d'alarme. Je pense qu'il y a 50 ans, ça a été plus. Je pense qu'il y en a moins. Je pense que c'est pareil, mais qu'on en parle plus. C'est ça qu'on parle plus aujourd'hui. Ouais. Avant, on nous disait que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait à la frontière. Rappelle-toi qu'il n'y avait rien, que les sols qu'il n'y avait rien qui se passait. Aujourd'hui, on en parle un petit peu plus. Il y a peut-être plus d'études. La parole est un peu plus libérée, peut-être aussi. Il paraît que non. Il paraît qu'il n'y en a pas plus. Je pense plus. Parce qu'on n'a pas du tout réduit la part d'énergie nucléaire dans ce qu'on utilise. Je pense qu'elle a même beaucoup augmenté. Et puis comme il y a toujours ce qui a eu lieu il y a 50 ans, les accidents nucléaires et compagnie. En plus, on est des enfants de Tchernobyl. Nous sommes des enfants de Tchernobyl. Nous sommes nés, je pense, l'année de Tchernobyl en plus. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on utilise plus le nucléaire ? Certainement que oui. Donc je suis madame au final. Je pense qu'il y a plus. Oui. Moi, je pense que oui. Vous pensez plus ? Je pense que plus, oui. J'en ai aucune idée. Ah, pas de façon. Je dirais spontanément oui, parce que ça fait partie de ce que l'on imagine. Mais est-ce que c'est vrai ou pas, j'en ai aucune idée. Bon, plus, moins, beaucoup de suspense. Avant de répondre, je voudrais quand même qu'on explique à partir de quand on a commencé à mesurer la radioactivité dans l'environnement. Alors, la mesure de la radioactivité dans l'environnement, c'est quelque chose qui est né dans les années 50, on va dire, et en grande partie du fait des essais nucléaires aussi, notamment dans notre pays, puisqu'on savait qu'il y avait des retombées de ces essais nucléaires. Et puis, ça a accompagné aussi le décollage du nucléaire civil, où il y a eu de plus en plus d'installations, et donc on a estimé nécessaire de surveiller ces installations à proximité des installations. Alors, ce qui est intéressant quand même dans le micro-trottoir, c'est qu'on voit bien que quand on demande aux gens est-ce qu'il y a plus ou moins de radioactivité, ils occultent totalement la radioactivité naturelle. C'est-à-dire qu'on se base uniquement sur la radioactivité artificielle. C'est tout ce qui vient. C'est le nucléaire. Ouais. C'est le nucléaire et c'est le cycle nucléaire. Donc la réponse, elle est un peu ambivalente. C'est-à-dire que si on prend la radioactivité naturelle, de fait, la radioactivité naturelle, si on prend un ensemble de radionucléides à un instant T, évidemment, avec l'évolution du temps, il va y avoir une diminution. Ça, c'est l'évolution naturelle de la radioactivité. Quand on parle des radionucléides terrestres, de l'uranium, du potassium, etc., les périodes sont extrêmement longues. Donc ça varie très, 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 très lentement. Si on en vient à la radioactivité artificielle, donc c'est le graphique qui est présenté ici, en fait, on se rend compte que la radioactivité elle diminue au cours du temps. Pourquoi ? C'est toujours ce problème de terme source, c'est-à-dire que le maximum des essais nucléaires, il était au début des années 60. Ensuite, les essais nucléaires, les pays ont basculé progressivement vers des essais souterrains et donc il n'y a pas eu de rejet atmosphérique, sauf accident lors de l'essai. Et donc la radioactivité qui a été émise à un instant T, elle décroît, elle décroît, elle décroît et donc elle n'arrête pas de décroître et elle ne réaugmente que lorsqu'il y a un nouvel apport de radioactivité, comme ça a été le cas par exemple au moment de Tchernobyl. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique. Alors il faut voir en plus que l'échelle du graphique, quand on descend
en fait, il est ce qu'on appelle logarithmique, c'est-à-dire qu'il est en facteur de 10. C'est-à-dire que quand on descend d'un trait sur le graphique, on divise par 10. Et donc, on voit que les niveaux de radioactivité qui sont ceux d'aujourd'hui sont quasiment 10 puissance 4 à 10 puissance 5 fois, 10 000 à 100 000 fois plus faibles que ce qu'ils étaient à l'époque. Donc, on voit qu'on a eu un pic au moment de Tchernobyl, c'est-à-dire qu'on a remis en suspension, mais on voit aussi qu'avant Tchernobyl, la radioactivité des essais nucléaires avait déjà commencé à décroître. Issue des essais nucléaires avait commencé à décroître. Donc, on voit quand on a un événement, alors là c'est pour le césium-137, donc c'est pour un radionucléide en particulier, on voit que lorsqu'il y a un événement, il y a un nouvel apport de radioactivité et on observe une décroissance de cet apport à nouveau, etc. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on a plus de centrales nucléaires aujourd'hui qu'on a plus de radioactivité dans l'air. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, les centrales nucléaires sont un apport qui est marginal par rapport aux essais nucléaires ou par rapport à des événements de type Tchernobyl. On est plusieurs ordres de grandeur en dessous. À l'IRSN, vous rendez tous vos résultats publics. Si moi, personnellement, je veux m'informer sur la radioactivité autour de chez moi, donc je trouve toutes les informations en ligne. Vous avez un site internet Alors, il y a plusieurs sites internet. Le site principal, on va dire, c'est le site du Réseau national de mesure de la radioactivité dans l'environnement, dont on parlait, qui est un site qui a vocation, sous l'égide de l'ASN et de l'IRSN, à centraliser l'ensemble des résultats de mesure de la radioactivité dans l'environnement et à les rendre accessibles au public. Donc on va trouver aussi bien des mesures d'associations, des mesures d'exploitants nucléaires, des mesures de l'IRSN, des mesures qui sont réalisées en inspection par l'autorité de sûreté, etc. Ça donne une vision française de la radioactivité et on peut même rechercher par code postal. Donc on peut regarder près de chez soi s'il y a eu des mesures, etc. Éventuellement découvrir un site nucléaire dont on n'avait pas connaissance. Ensuite, on a ce réseau Télérec qui est le réseau d'alerte. On a un site internet et une appli sur smartphone aussi d'ailleurs, qui permet de visualiser la dernière valeur de mesure de la radioactivité près de chez soi. Donc il y a une valeur toutes les 10 minutes, et donc on peut consulter l'ensemble de ces balises, la dernière valeur mesurée sur ces balises. Donc ça permet de savoir quasiment en temps réel combien on a de radioactivité près de chez soi, puisqu'avec 450 balises, il y a un quadrillage du territoire qui est quand même assez important. Super, on ira faire le test. Merci beaucoup Maxime. Ensemble, on a vu que la radioactivité peut être d'origine naturelle ou artificielle. Vous nous avez aussi expliqué que la radioactivité est surveillée de très près grâce à des réseaux de mesure sur tout le territoire. Mais comment mesurer des niveaux très faibles? Exit le bon vieux compteur Gégère, les scientifiques utilisent des appareils plus adaptés et surtout plus performants. Aujourd'hui, ils sont même capables de peser les atomes pour en déduire la radioactivité. C'est précisément la mission de notre prochaine invitée. Elle aussi travaille à l'IRSN. Place à notre séquence L'Esprit d'équipe. Bonjour Aza Habibi, bienvenue. Bonjour, merci On est ravis de vous accueillir l'invitation. sur le plateau de Science en question. Vous êtes ingénieur-chercheur au laboratoire d'expertise de radiochimie et de chimie analytique à l'IRSN. Alors, vous vous connaissez bien tous les deux, puisque vous travaillez ensemble. Pourquoi, Maxime, vous avez choisi d'inviter Aza sur le plateau de Science en question? Alors, j'ai choisi Aza parce qu'elle s'occupe d'une technique qui est un peu particulière, puisque c'est une technique de mesure de la radioactivité dans laquelle on n'analyse absolument pas la radioactivité. Donc, ce qui est alors, n'en dites pas trop, on va le découvrir. Plutôt original. C'est vrai que ça, en tout cas, ça met l'eau à la bouche. Alors, Aza, quand vous mesurez la radioactivité dans l'environnement, vous êtes amené à mesurer ça sur des échantillons de lait. Pourquoi le lait? Oui, alors on analyse beaucoup des échantillons de lait, entre autres. Le lait, pourquoi? C'est très symbolique, je pense. On commence dès le début par le lait, tout bébé. Et tout au long de notre vie, normalement, on boit du lait. Et ça fait partie de la chaîne alimentaire. Donc, pour déterminer le taux de radioactivité dans un échantillon de lait, vous utilisez une technique, la fameuse technique qu'on a un peu teasée, voilà, la technique mystère. Donc, on appelle ça la spectrométrie de masse. Pour faire simple, en gros, ça consiste à peser les atomes, mais j'imagine que vous ne pesez pas n'importe quels atomes dans l'échantillon? Non, alors cette technique, elle va nous permettre de différencier les isotopes. Qu'est-ce que deux isotopes? Deux isotopes, c'est le même élément, mais avec un nombre de neutrons qui est différent. Donc, on va avoir une masse qui est différente et c'est ce qui va nous permettre de les peser, comme vous dites, Jean, pour pouvoir les différencier, pour pouvoir les mesurer. Alors, si on prend peut-être un exemple. C'est vrai qu'on évoque souvent la question de l'iode. Est-ce qu'on peut le prendre pour exemple? Très bon exemple, l'iode. L'iode, alors,
il y a plusieurs isotopes, plus d'une vingtaine. Moi, je vais me concentrer sur 3 isotopes. Il y a un isotope qui est stable, qui est l'iode-127, qu'on retrouve dans le sel, qu'on retrouve dans la mer, etc. Et puis, on a un isotope, l'iode-129, qu'on retrouve dans le cycle du nucléaire, mais surtout qui est présent naturellement. Donc, vous avez parlé de la radioactivité naturelle et de la radioactivité artificielle. L'iode-129, il va se retrouver naturellement dans l'environnement. Et puis, nous avons l'iode-131 qui, lui, il est généré suite à, dans le cycle du combustible, dans le cycle nucléaire. Et donc, nous, on va pouvoir mesurer ces isotopes et on va pouvoir les différencier en se basant sur leur masse. Donc, l'iode-127, sa masse, elle est de 127. L'iode-129, sa masse, elle est de 129. Alors, on aimerait bien savoir maintenant comment finalement vous arrivez à différencier les isotopes les uns des autres. C'est quoi finalement le principe de cette technique? Alors, la spectrométrie de masse, moi, plus particulièrement, je travaille sur un ICP-MS, donc une spectrométrie de masse à plasma inductif. Oula, Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est tout simple. On fait confiance, vous allez nous expliquer. Donc, on va récupérer notre échantillon sous forme liquide ou de l'eau directement, par exemple. Ou sinon, on va récupérer un échantillon solide qu'on va dissoudre avant de pouvoir le mesurer. On va ensuite l'injecter dans l'appareil. Dans un premier temps, on va former un aérosol. C'est comme le déodorant, par exemple. Ensuite, on obtient des ions qu'on va diriger vers le spectromètre de masse. Pour le diriger, ce flux d'ions vers le spectromètre de masse, on utilise ce qu'on appelle des lentilles, c'est comme des miroirs finalement pour diriger un petit peu les ions. Et on arrive au spectromètre de masse qui, lui, il va séparer en fonction de la masse. Donc, il pèse le premier isotope, il va se dire, il pèse 127, donc je le mets de côté avec les 127, les 129 ensemble, et ensuite, on va détecter donc tas par tas. Et ça nous permet de remonter à la concentration. Et après, quand l'isotope il est radioactif, là, on remonte à l'activité. Donc finalement, vous savez quel isotope est présent dans l'échantillon. Et comme vous savez quels isotopes sont radioactifs ou non, vous savez estimer, mesurer, déduire la radioactivité de l'échantillon. Tout à fait. Et grâce à cette méthode, en fait, vous mesurez des quantités infinitésimales de radioactivité. Ça veut dire que vous avez besoin de litres et de litres d'échantillons? Pas forcément. Ça dépend de la notion que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est la période du radionucléide. Plus la période est longue, plus on va le détecter facilement. Plus la période est courte, plus il va disparaître au fur et à mesure et on va avoir du mal. Et là, on va avoir besoin de beaucoup d'échantillons. Bon, mais si je comprends bien, ça veut dire que cet appareil, il a une précision extrême puisqu'il doit détecter des différences au neutron près, presque. Presque, oui. Oui. On arrive au neutron près, on arrive à différencier le plutonium 239 de l'uranium 238 ou le plutonium 240 du 239. Alors, il existe un appareil donc, qui fait ça, hein, vous nous l'avez dit, on a une image pour voir à quoi il ressemble. Quels sont ses autres avantages? On a bien compris là que donc, il avait un gros avantage pour cette application-là, mais quels sont ses autres avantages par rapport à d'autres techniques que vous utilisez dans le laboratoire? Donc cet appareil, comme je vous ai dit, à l'intérieur, il va faire des tas de différents isotopes de différentes masses. Et on peut donc mesurer plusieurs isotopes en même temps. On peut aller jusqu'à quelques dizaines d'isotopes et la mesure ne prend que quelques minutes. Finalement, un échantillon, on peut mesurer des dizaines d'isotopes pendant 2 ou 3 minutes. Ça nous suffit pour déduire ensuite l'activité des isotopes radioactifs. Parce que sans ça, c'est un isotope, une technique pour l'analyse et quasiment. Quasiment. Donc, pour certains émetteurs alpha ou comme l'uranium par exemple, ou le plutonium surtout, il va nous falloir plusieurs heures, voire plusieurs journées de mesure, alors que là, on est sur quelques minutes. Après, on a des techniques effectivement qui permettent de faire plusieurs radionucléides en même temps. Donc, il y en a une qui est très connue qui s'appelle la spectrométrie gamma, où là, on va mesurer toutes les énergies en même temps. Et donc là, on va pouvoir déterminer beaucoup de radionucléides. Mais dans le cas des émetteurs dont on parlait tout à l'heure, alpha notamment, là, c'est beaucoup plus compliqué et c'est là qu'effectivement, il y a beaucoup de travail pour un radionucléide ou 2 radionucléides. Voilà. Pareil pour les émetteurs bêta, en général, on mesure 1 radionucléide, voire 2 radionucléides maximum. J'en reviens donc à la technique dont on parlait juste avant. Vous avez réussi même à mesurer des niveaux de radioactivité qui jusque-là n'étaient pas détectables? Oui.
Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, on arrive à mesurer l'uranium-236, par exemple, qui est présent avec des activités vraiment très faibles qu'on arrivait à atteindre difficilement auparavant en se basant sur son émission. Donc c'est un émetteur alpha. Et là, aujourd'hui, on arrive à descendre vraiment très très bas et à mesurer des activités qu'on ne pouvait pas mesurer auparavant. Et il vient d'où cet uranium-236 Alors, l'uranium-236, il peut être présent de façon naturelle, mais les activités... À des niveaux extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'on arrive tout juste à atteindre les niveaux qu'on trouve dans l'environnement naturellement. C'est-à-dire que c'est des niveaux qui sont tellement faibles qu'ils étaient même inatteignables. Tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, on le rencontre, notamment, il est formé en réacteur, et donc on le rencontre au niveau des réacteurs, et surtout lorsqu'on retraite le combustible, où là, on va avoir cet uranium-236, et donc c'est vraiment une signature de l'uranium qui a été retraité après passage en réacteur, puisqu'on le mesure. Il y a une vraie différence. En général, ce que permet la spectrométrie de masse, c'est de mesurer entre isotopes, c'est-à-dire de comparer combien il y a d'isotopes, par exemple, 238 par rapport au 235, de 238 par rapport au 236. Et donc on sait qu'avant le réacteur, ce ratio naturel entre 238 et 236 est extrêmement faible et qu'il a un facteur quasiment 10 puissance 5 lorsqu'il sort du réacteur. Donc là, il y a une énorme différence et donc on sait immédiatement en mesurant ces deux ratios si c'est de l'uranium naturel ou si c'est de l'uranium qui a été passé en réacteur. On peut se demander quel est l'intérêt de développer des techniques aussi précises pour finalement trouver des taux pour aller chercher des taux qui sont très bas, pouvoir les voir. À quoi ça sert de voir des taux aussi bas qui sont inoffensifs du coup par nature? Moi, je dirais la raison principale, c'est vraiment détecter une anomalie. Donc ça nous permet d'avoir le bruit de fond. Comme il disait Maxime, on a ce qu'on appelle le rapport isotopique, donc le ratio entre les deux, naturel, on le connaît. Et s'il y a une anomalie, ça nous permettra de la voir et de déterminer la source aussi, parce qu'il est produit en réacteur, donc on le retrouve en aval du cycle, dans la deuxième partie du cycle du nucléaire. On ne le trouve pas, par exemple, lors de l'assemblage du combustible. Et ça nous permet de déterminer la source, à quel moment ça a été rejeté dans l'environnement. Si on veut prendre un exemple, il y a un site dans le sud de la France qui s'appelle le Tricastin, qui est un site avec plusieurs usines Orano, qui va à la fois accueillir des matières pour les traiter, pour pouvoir permettre la fabrication des assemblages sur un autre site. Donc là, on est avant le passage en réacteur, mais il va également accueillir l'uranium qui sort de l'usine de La Hague, donc après retraitement, donc de l'uranium qui vient du réacteur. Nous, sur ce site, on va analyser les poussières qui sont présentes dans l'air sur les filtres aérosols et on va faire des analyses d'uranium. Et bien en fait, sur ces analyses d'uranium, le fait de mesurer l'U236 va nous permettre, en fonction de ce ratio U236 sur 238, de savoir si ce qu'on mesure sur le filtre provient de toutes les installations ou provient plutôt de l'installation qui accueille ce nitrate d'uranyle de La Hague ou plutôt de l'amont du cycle, si on a un ratio par exemple extrêmement bas du 236. Donc on peut quasiment attribuer la radioactivité mesurée à une installation sur le site. Voilà. Okay. Ça permet de retracer les choses. Exactement, oui. Bon, merci beaucoup à tous les deux. L'heure tourne vite dans cette émission. Il est déjà temps pour nous de passer à la prochaine séquence, le 24 heures chrono. Alors quand on parle de radioactivité, on imagine souvent des scientifiques équipés de la tête aux pieds pour se protéger. Alors est-ce que vous prenez des risques? Comment vous vous protégez? On a demandé aux gens comment ils s'imaginent votre métier. Écoutez-les. Oh certainement, s'ils ne sont pas surveillés, oui, il faut quand même, être surveillé. Passer porte un badge qui mesure la radioactivité qu'ils ont subie. Je sais que Marie Curie parce que mon collège s'appelle comme ça. Et je sais qu'elle est morte à cause de ça. Donc je pense qu'ils prennent des risques. Mais bien sûr, absolument, absolument. Il y a des risques. Ce sont des métiers, des risques de métier, bien sûr. Comme ceux qui font la radiologie, les radios pulmonaires et tout ça, ils sont toujours à risque. Les médecins et tout ça, ils courent des risques, bien sûr. Ils doivent avoir des combinaisons, ils doivent être hyper protégés. Ils doivent faire des tests aussi, je pense, toutes les semaines, etc., pour voir si leur santé évolue ou pas dans leur milieu. Je suppose qu'ils prennent des précautions.
je pense qu'ils sont protégés. Et puis comme vous l'avez dit au début, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, même s'il reste des résidus. Mais ça n'atteint pas la santé, je pense. Je pense qu'ils doivent être protégés aujourd'hui, avec les technologies qu'on connaît, des combinaisons sûrement. Je crois qu'il y a des risques de cancer. Elle avait un cancer, Marie Curie, ou Irène Joliot, une des deux, enfin, la mère ou la fille. Tu t'intéresses beaucoup à la vie de Marie Curie, toi, non? Mais non, mais parce que c'est le nom du collège où je bosse, donc bon. D'accord. Des fois, je me renseigne. Bon, rassurez-nous, vous subissez pas une radiothérapie tous les jours? Non, alors il faut savoir qu'à l'époque de Marie Curie, on traitait des activités en laboratoire sans quasiment de protection, et des activités qui étaient énormes qu'on traiterait absolument plus comme ça aujourd'hui. De plus, notre métier, c'est vraiment l'analyse de la radioactivité dans l'environnement. Donc en gros, les échantillons qu'on prélève, c'est ceux que vous trouvez dans votre jardin. Donc évidemment, quand vous allez dans votre jardin, vous ne vous mettez pas en tenue ventilée, type installation nucléaire. Donc on n'est absolument pas dans les installations nucléaires. On a des risques qui sont plus d'ailleurs des risques chimiques, la plupart du temps, que des risques radiologiques. C'est-à-dire que les activités qu'on mesure dans l'environnement sont tellement faibles qu'elles ne nécessitent aucune protection particulière, si ce n'est que là où il faut prendre des précautions particulières, c'est éviter les contaminations entre échantillons. Parce que quand le niveau d'activité est très très bas, si on traite l'un après l'autre un échantillon un peu plus actif que l'autre, on risque de fausser les mesures. Et donc c'est là qu'il faut prendre énormément de précautions. C'est dans la préparation des échantillons, dans la détection, pour avoir une mesure qui est vraiment précise, sans avoir de contamination éventuellement croisée, etc. Maxime, on pourrait croire que quelqu'un qui travaille, qui travaille sur la radioactivité dans l'environnement est souvent sur le terrain, mais au final, votre activité, c'est plutôt du management. Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien ? Que fait un manager au quotidien ? Ça, beaucoup de salariés en France se posent la question, je pense. Non, alors effectivement, notre métier, c'est de faire de la mesure. Donc on est vraiment en laboratoire. On peut aller sur le terrain pour certains types de missions, pour quelques types de prélèvements, etc. Mais après, on a des équipes qui font les prélèvements et donc c'est vraiment la spécialité. Donc effectivement, au quotidien, c'est l'organisation du laboratoire pour s'assurer que le laboratoire fonctionne. Alors ça comporte plein de dimensions qui peuvent paraître pas très sexy auprès des spectateurs, mais il y a énormément de maintenance sur nos appareils. C'est des appareils de haute technicité. C'est des appareils qu'il faut remplacer pour certains relativement régulièrement, parce qu'on les sollicite, ils tournent quasiment 24 heures sur 24 pour certains d'entre eux, alors que sur des matériels de pointe, ils ne sont pas forcément prévus pour. C'est aussi le recrutement. On a plus de 50 personnes au niveau du service qui font des analyses de radioactivité, et donc c'est aussi des ressources humaines, des personnes qui doivent être formées. Le but, c'est d'être au niveau de l'IRSN vraiment à l'état de l'art en matière de métrologie, et donc d'être toujours à la pointe. Donc on accueille beaucoup de thésards. On accueille aussi énormément de stagiaires sur l'ensemble du cycle post-bac, même des stagiaires de 3e d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire fonctionner le service. Et ça, pour le coup, c'est un métier à plein temps. Plus après, ce service, il est connecté à l'ensemble de l'IRSN. C'est-à-dire qu'il est connecté aux services qui font des prélèvements, il est connecté à des services qui font de la recherche, il est connecté aussi à des services d'intervention, lorsqu'il y a quelque chose de détecté dans l'environnement, des zones par exemple qui sont exposées où on peut trouver des radionucléides, soit naturels, soit artificiels, etc. Et donc on a en permanence des demandes d'analyse qu'il faut aussi gérer pour qu'on puisse répondre à ces besoins en interne IRSN. Mais avant, vous avez fait du terrain quand même. Ça vous manque ou pas d'aller sur le terrain, retrousser les manches? Oui, j'ai fait aussi du terrain. Alors est-ce que ça manque ? Il y a un côté assez sympa du terrain, c'est-à-dire que ça permet de se confronter vraiment à la réalité, ça permet de voir. Ce qui est intéressant, c'est de passer vraiment du prélèvement, alors, bon là c'était à proximité de la centrale de Fessenheim, de passer de ce prélèvement au résultat de l'analyse. Il y a toujours un petit effet d'attente, est-ce que c'est les niveaux attendus, est-ce qu'on va détecter quelque chose ou pas? Alors la plupart du temps, on sait à peu près ce qu'on va trouver. Je dirais pas que je suis déçu. C'est d'autres ennuis après quand on détecte quelque chose. Voilà. Mais globalement, voilà, ça permet de se confronter au terrain. C'est sûr que c'est pas la même ambiance que dans un laboratoire, mais non, ça c'est pas quelque chose qui me manque au quotidien, on va dire. Et justement, en parlant de prélèvement d'échantillons, j'ai cru comprendre que parfois il fallait donner de sa personne. Vous avez un petit accident de plongée, n'est-ce pas? Un petit accident de plongée involontaire. Voilà. Quand on va prélever, en fait, on est dans des zones qui peuvent être plus ou moins abruptes, etc. Donc là, c'était des prélèvements effectivement dans une rivière où on essayait de collecter des mousses sur des rochers notoirement glissants, avec une rivière qui était plutôt en période hivernale, donc un petit peu plus... débit un petit peu plus fort. Et effectivement, j'ai glissé, donc j'ai parcouru 150 mètres
de descente dans la rivière. Voilà. Pas très chaude, non, du ça coup. peut arriver. Pas hyper chaud, mais à ce moment-là, on ne pense pas vraiment à la température. Ça, on s'en rend compte après coup. Mais oui, donc ça peut arriver. Alors, il faut faire attention sur ces missions de prélèvement, parce qu'il y a des fois, on prélève sur des pentes qui peuvent être un peu abruptes, donc risque de chute, etc. C'est un métier à risque. Ça peut être un métier partiellement à risque. Non, mais c'est des risques que connaissent toutes les personnes qui travaillent, que ce soit les forestiers, etc., risques de tiques, etc. Donc, effectivement, il faut être prudent, mais même quand on est prudent, on peut être un peu emporté par l'enthousiasme. Vous, Asa, vous êtes principalement en laboratoire et vous analysez les échantillons. On le rappelle, votre spécialité, c'est la radiochimie et c'est à l'école d'ingénieurs que vous êtes tombée amoureuse de ce domaine. Ça a été quoi précisément l'élément déclencheur ? Je pense que c'était une matière, c'était vraiment un prof qui m'a fait aimer le nucléaire. C'était avec une matière qui s'appelait cycle du combustible. Et je suis tombée dedans. J'ai cherché un stage. Donc mon premier stage, je suis partie au Canada dans un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement. Et où j'ai pu pratiquer, où j'ai pu vraiment découvrir ce domaine, le domaine de radiochimie et de l'analyse environnementale. Et voilà, je suis tombée amoureuse et je suis jamais partie. Maxime, l'une des qualités essentielles de votre métier, c'est la pédagogie, parce que l'IRSN doit rendre compte de ses résultats auprès de différents publics, que ce soit les citoyens ou les décideurs politiques. Cet aspect communication à destination du public, est-ce que ça vous tient à cœur ? Oui, alors à titre personnel, ça me tient à cœur, mais je pense que ça tient à cœur de l'ensemble des collaborateurs d'Institut. La problématique, on est un institut public, donc on est en grande partie financé par les citoyens pour rendre un service vis-à-vis du citoyen et vis-à-vis des pouvoirs publics. Et donc c'est naturel dans notre activité, qui plus est un domaine qui est quand même très proche des citoyens, c'est-à-dire que l'environnement, chacun peut avoir une idée sur son environnement, a envie d'avoir un environnement de vie qui soit sain et propre. Et donc, c'est important de rendre compte de ces analyses, c'est important de restituer, et c'est surtout un domaine qui est assez complexe. Il y a beaucoup d'unités, becquerel, sievert, Gray, etc., beaucoup de mots un peu barbares qu'on a égrenés tout au long de l'émission. Et donc, il faut aussi qu'on puisse accompagner pour expliquer aux gens ce qu'on fait, pourquoi ce résultat de mesure a un sens, et quel sens nous, on donne à ce résultat de mesure. Après, le but de système, un peu comme le Réseau national de mesure de la radioactivité dans l'environnement, le but de système, c'est que chacun puisse s'approprier ses données, se forger sa propre opinion, analyser, regarder la radioactivité près de chez lui. Mais c'est important que vis-à-vis du citoyen, on explique comment nous, on réalise nos mesures, comment on exploite ces mesures et ce qu'on retire de ces mesures pour pouvoir soit rassurer, soit interroger, soit susciter le débat, le cas échéant, ça arrive aussi, et qu'on puisse échanger toujours sur une base qui doit être scientifique et qui doit être inattaquable scientifiquement. Donc finalement, vous faites de la vulgarisation scientifique un peu. On en fait, alors plus ou moins, c'est-à-dire que quand on a la fête de la science ou des événements comme ça, on en fait encore plus, évidemment. Mais au quotidien, il est évident que, si on prend le cas d'un décideur politique, que ça soit lors d'un accident ou d'un exercice, un préfet, ou que ça soit, là on a eu le cas en Ukraine par exemple, différents cabinets ministériels, ce ne sont pas des gens qui sont nés dans le nucléaire et qui ont forcément une connaissance encyclopédique du nucléaire. Et donc là aussi, il y a un effort de pédagogie à faire qui est, voici ce que nous on observe, voici ce qu'on en retire, voici l'information qui peut être pertinente pour vous. Après, le décideur prend sa décision ou pas, le public estime que c'est crédible ou ça n'est pas crédible, après, voilà. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse être en capacité d'expliquer ce que nous, on retire de cette surveillance et de ces mesures-là. Et d'en rendre compte, quel que soit le type d'activité de la personne et quel que soit son bagage, entre guillemets, dans le domaine physique et chimique. Vous, Asa, la persévérance, c'est vraiment au cœur de votre travail de recherche, notamment quand les idées que vous développez n'aboutissent pas du premier coup. C'est un problème très fréquent, finalement, dans le monde de la recherche. Comment vous faites pour rester motivé au quotidien ? Effectivement, c'est quelque chose qui arrive plus souvent que ce qu'on pense. Ça ne fonctionne pas toujours très bien. On a des idées, on fuse d'idées et après, il y en a une sur 100 qui fonctionne. En fait, ce qui me motive, c'est vraiment le fait de savoir qu'un jour, ça va fonctionner. L'espoir. Voilà. Donc, c'est l'espoir qui motive. Non, c'est pas que l'espoir, mais je sais... c'est l'utilité du métier qu'on fait, je pense. Et me dire, mais si un jour on y arrive, ça nous faciliterait la vie. Il y a toujours un avantage. Et je me dis, ça nous facilitera la vie, ça nous permettra de gagner du temps, ou ça nous permettra de mesurer des choses qu'on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui, etc. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui motive. Et le fait de se dire, si on y arrive...
conserver le sens de ce qu'on fait. C'est ça, tout à fait. Pardon. Toujours pour parler de la vie des chercheurs et des défis auxquels ils sont confrontés, on va évoquer un événement important pour vous, c'est votre soutenance de thèse. C'est vraiment le moment qui marque le début de la carrière d'un chercheur. Comment vous l'avez vécu ? Alors, c'était en 2015. Et c'était une journée très particulière parce qu'on arrive le matin, finalement, on est étudiant. Voilà, on présente son travail de plus de 3 ans devant un jury d'experts. Et à la fin de la journée, on est docteur. Et en fait, on devient un petit peu égal de ce jury. Et c'était une sensation un petit peu particulière où on passe vraiment en quelques heures d'un petit étudiant à quelqu'un finalement qui a le même diplôme que le jury qu'on a convié pour examiner le travail effectué pendant 3 ans. C'est peut-être d'être reconnu par les pairs. C'est ça, tout à fait, mais c'est vraiment ça. Donc c'est positif. Ah oui, tout à fait. C'était beaucoup de stress aussi, j'imagine. Ah oui. Oui, ça, une soutenance de thèse, c'est vraiment très, très stressant. Ça se prépare sur des mois. Donc, c'est quelque chose, c'est un aboutissement. C'est quelque chose qu'on attend pendant longtemps. On termine cette émission en douceur puisqu'on va s'intéresser maintenant à vos hobbies. C'est notre instant coup de cœur. Alors Marine, tu as creusé un peu plus pour découvrir les passions de nos 2 invités. Qu'est-ce que tu as appris ? Alors, on va rester dans le thème de la physique-chimie, enfin, en l'occurrence plutôt de la chimie, puisque Maxime, sur votre temps libre, vous aimez confectionner des cocktails. On a quelques exemples de vos créations en images. C'est quoi votre cocktail signature ou votre cocktail le plus réussi ? Oula, ça, c'est pas à moi de le dire. C'est plutôt à ceux qui les boivent. Non, j'aime bien, par exemple, des cocktails avec du gin et du Saint-Germain. Donc, c'est à base de sureau, par exemple, avec du citron et du sirop de concombre. Donc, c'est des... Voilà, ou faire avec des systèmes où on fait infuser certains alcools, etc. Donc c'est plus un passe-temps, alors avec modération, bien entendu. Bien sûr, voilà. toujours. Vous les mettez toujours dans cet ordre, bleu, blanc, rouge ? Non, alors ça c'était une photo dans un contexte très particulier, c'est-à-dire qu'on avait une soirée un peu orientée thématiquement, et donc on s'était retrouvé avec des cocktails bleu, blanc, rouge. Voilà. Rassurez-nous, l'ingrédient secret de vos cocktails, c'est pas l'uranium. Non. Alors, on utilise assez peu. Alors, déjà, c'est assez compliqué à se procurer, l'uranium séparé. Ça vaut assez cher, en plus. Et je vais pas dire sans danger, parce que ça serait un peu minimiser les dangers de l'alcool. Mais en l'occurrence, c'est sans danger immédiat pour la santé au moment de la consommation. Asa, votre passion à vous, c'est voyager. D'ailleurs, on a de belles images de vous pendant un safari au Kenya. Qu'est-ce qui vous a donné envie de découvrir ce pays en particulier ? Alors, ce pays en particulier, c'est vraiment, on va dire, le safari plus. Donc, ce safari, il a été suivi par un séjour plage. Mais c'était vraiment pour le safari, pour découvrir quelque chose de tellement différent, en fait. On a l'habitude souvent de voyager en Europe ou en Amérique du Nord. Et là, je voulais partir dans un endroit qui change vraiment, avec des paysages très différents. On a vu sur la première, c'était assez aride, etc. Sur celle-là, c'est bien vert. Et c'est un pays qui est vraiment très riche. Et vous avez aussi rencontré plein de personnes ? Oui, tout à fait. On peut le voir sur la photo. J'ai pu rencontrer des gens et je suis allée vraiment dans les petits villages, leur parler, découvrir et tout. C'était vraiment très enrichissant. Et pendant le safari, il y a un animal qui vous a plus marqué qu'un autre ? C'était les éléphants, bizarrement. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas peur et ils venaient vraiment très, très proches de nous. Alors que les autres, ils restaient vraiment à distance. Les éléphants, là, ils étaient vraiment à côté de notre voiture. Très bien. Bon, merci à tous les deux. On arrive à la fin de cette émission. Merci Maxime. Merci Asa. On a tout compris, je pense, sur la radioactivité dans l'environnement. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Science en question. On se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques. Ciao les sorciers.